Voilà. Et ben voilà, là, on fait en onde. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à nos chers auditeurs. Aujourd'hui, une personnalité, un poète connu qui nous a quittés pour la Polynésie française, imaginez-vous, comme il est loin. Alors il pensait qu'on n'était pas capable de le rejoindre, fausse idée parce qu'on l'enligne. Voilà. Alors, Monsieur Alain Samuel Strict de Polynésie française. Avant, Alain, je pense, on va se tutoyer parce qu'on se connaît Oui, bien très sûr. bien On tout s'est de même. plutôt voyez d'ailleurs. Tu étais de Saint-Adèle, je pense, c'est-tu ça? Oui, à Saint-Adèle. Bon, Pendant alors là, t'as changé tes ailes, t'es rendu en Polynésie française. Hein? C'est bon. Alors, écoute, on sait qu'aujourd'hui, c'est-tu aujourd'hui ou c'est hier? T'as vieilli d'un an? 19 ans. T'as vieilli d'un an hier? Ah ben j'ai vieilli d'un an, oui, j'ai aujourd'hui l'âge canonique de 87 ans. Je pense que t'as eu un 8 et un 7 aujourd'hui? J'ai eu, 87? c'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui même, c'était exactement le 15 septembre, c'est-à-dire il y a 4 jours maintenant. Mais t'as eu Euh, 87 ans. 87 ans, oui. Mon Dieu. Eh ben oui. Je ne sais pas si je serais Ça passe. aussi habile et aussi alerte que toi à pareil âge. Alors Alain, ce qui est important aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est qu'ils apprennent à te connaître un peu plus. Qui c'est Alain Samuel Strict? Quel est cet homme? Alors, premièrement, pour commencer, on va commencer dans l'ici maintenant. Alors, tu es en Polynésie française. Quelles sont tes activités actuelles? Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de cela. Et par la suite, on va comme reculer dans le temps et on se centrera plus sur tes activités d'écriture, ce que D'accord. tu as fait, depuis combien de temps tu l'as fait, s'il y a eu des mentions particulières, quoi que ce soit, et comment tu te décris comme écrivain. Ça va? Alors, c'est comme ça là, qu'on va cheminer. Alors, je te Très bien. pose la première question là. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Eh bien, donc, je suis ici en Polynésie depuis maintenant, à Tahiti, à Papeete, plus exactement à Punaouia, sur les hauts de Matatia, et depuis maintenant bientôt un an. Donc, ça fait un an, un an tout rond qu'on est arrivé ici. Donc, avec c'est une île, ce sont des îles paradisiaques avec des lagons superbes, des couleurs incroyables. Et bon, mais la plupart de mon temps, donc, je le consacre à la natation. Je fais mes 100 longueurs de piscine tous les matins, ce qui fait donc 1,2 km tous les matins avec palme et masque, bien sûr, mais pas le masque de plongée, bien évidemment, puisque avec le coronavirus, le coronavirus, on a le masque obligatoire. Là, c'est un masque de plongée que je donc tous les matins, ce qui me permet de parcourir une trentaine de kilomètres par mois avec pas mes masques. En dehors de ça, on a toujours notre atelier d'écriture plumage qui continue à fonctionner en ligne. Et ça se passe très bien. Donc, on écrit très régulièrement. Donc, on a tous les 15 jours, on a un poème sur un thème, un poème ou un texte en prose sur un thème qu'on définit. Et le reste du temps, donc, c'est la vie de rentier. Encore qu'avec le coronavirus, les mouvements sont beaucoup plus difficiles. Les hôtels ont pratiquement tous fermé. Au niveau touristique, c'est une catastrophe.
Mais par contre, les bars, restaurants sont ouverts avec la distanciation et les règles du coronavirus qui sont bien appliquées ici. La population est très disciplinée. Tout le monde met son masque, on se lave les mains en rentrant dans les livres-service avec le produit, on nettoie les chariots. Quand on paye à la caisse, ils nettoient l'appareil. Non, c'est impeccable, impeccable. Et au niveau de la santé, un service de santé absolument extraordinaire. L'hôpital est un hôpital ultra moderne, même des Néo-Zélandais et des Australiens viennent se faire soigner ici. Donc de ce côté-là, on est très très bien et là on habite un endroit vraiment superbe et voilà. Voilà pour ce qui est de notre vie actuelle de rentier. Alain, je voudrais que tu reviennes sur tes activités d'écriture. Tu me dis que tu communiques encore avec certains, vous établissez un thème et il y a un texte qui en sort. Là, je Oui, ne sais il y a un texte pas qui sort trop saisir. tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on a un texte qui sort. Moi, je suis le seul à l'écrire en alexandrin, en vers. Les autres l'écrivent en prose. Quelquefois, certaines font des vers. Elles écrivent toutes très bien, d'ailleurs. Il y a un prof de français, il y a une dame qui est origine de Suisse qui écrit très, très bien aussi. Et puis d'autres québécoises qui écrivent merveilleusement bien. Et c'est bien, bien agréable parce qu'on reste en communication permanente avec Sainte-Adèle et les environs. Sainte-Adèle, elles sont de Sainte-Adèle et de la ville d'à côté. Là. Donc ça se passe merveilleusement bien. Donc, si je comprends bien, ce sont des activités que déjà il y avait lieu quand Ah, tu étais ici et que tu continues d'avoir on a, de là-bas. commencé il y a 20 ans. On a commencé quand même il y a plus exactement 19 ans à Sainte-Adèle et qui perdure avec le temps. Donc on a écrit pour ma part, je dois avoir écrit environ 500 poèmes. Et je me suis lancé je me suis mis à l'alexandrin vers les années 2002 par là, 2002-2003. Et depuis, j'écris toujours en alexandrin, même pour les improvisations. Parce qu'à l'époque, on avait un texte qui était défini tous les 15 jours. Et le jour de la lecture, on lisait le texte. Et après, on avait une improvisation de 15 à 18 minutes sur un thème qui était pris là tout de suite, une improvisation réelle, et que je faisais également en alexandrin pour m'amuser, comme ça. Puis finalement, chez moi, l'alexandrin est devenu une routine. Tout finit par devenir routine, même le plus difficile. C'est ça, le cerveau est ainsi fait. Oui. Oui, je sais que tu écris d'excellents textes pour les avoir lus, pour également t'avoir entendu lors de nos soirées de Poésie Académie ici au Québec. Alors, Alors, et donc, oui, avec beaucoup poésie de... académique, naturellement, il ne faut pas l'oublier, que Oui, j'ai poésie, c'est fait ça. quelques mois après sa création et qui m'a très gentiment adopté, admis. Et j'ai passé des moments extraordinaires avec vous parce que vous êtes vraiment ton frère et toi, et des gens qui sont là pour maintenir le français à un niveau correct. Ce qui est de plus en plus difficile, aussi bien au Québec qu'en France d'ailleurs, c'est assez dramatique. Et là, vous faites œuvre utile, incontestablement. Moi, je vous tire mon chapeau. Et en plus, vous êtes vraiment têtu, entêté dans vos actions. C'est bien, c'est formidable. Ouais, j'ai Voilà, franchement mais apprécié l'ambiance, là, très bon, on se fait la main un peu. On est obligé de changer un peu de- d'action si vous aimez, si t'aimes ben mieux. oui. Là, on est rendu à la radio, alors on a une nouvelle, comment qu'on peut dire, une nouvelle lubie, là. Alors, on est rendu à la radio et ça permet de faire connaître des auteurs et d'entrer un peu plus en intimité avec ces gens-là. Non, mais c'est normal, Si, non?
Avec le Pardon? confinement, c'est normal. On a tendance à se lancer dans le virtuel. Puisqu'il il faut bien se rencontrer, donc on se rencontre en ligne. On n'a plus le droit de se toucher, de s'embrasser, il faut se tenir à 1 mètre de distance. Bon, ben, donc, c'est le virtuel qui gagne, qui l'emporte. Donc, il faut s'adapter aux circonstances, ce sont les circonstances qui nous l'imposent. Donc, on s'adapte dans le virtuel. Et donc, on travaille en ligne, la preuve, c'est poétiquement votre aujourd'hui. Alors, si je te pose la question, Alain, Oui. tu dis que ça fait depuis à peu près 2002 là, que tu, euh, tu, tu écris comme tel. Alors, euh, peux-tu me dire un peu plus, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce que tu trouves dans l'écriture? Qu'est-ce que ça te apporte? Quels sont les motifs, si tu mieux, du fait d'écrire? Parce que tu conviendras qu'avec moi, écrire ou peindre, une peinture, c'est un peu Oui. du pareil au même, sauf que au lieu d'utiliser le pinceau, on utilise les mots. Les Alors mots voilà, et le crayon ou le stylo. c'est ça. Ben, moi, j'ai toujours aimé écrire. J'ai beaucoup lu, énormément lu, puisque dès l'âge de 15 ans, à l'école normale, on m'avait confié les clés de la bibliothèque. Et donc, j'avais donc toute une bibliothèque j'avais les clés de la bibliothèque à 15 ans, imagine. C'était extraordinaire. Donc, on lisait énormément. Et on avait également un prof de français qui était merveilleux et qui nous faisait apprendre une fable de La Fontaine par jour. Tous les jours, il fallait réciter une fable de La Fontaine différente. Alors, bon, naturellement, alors La Fontaine, et en plus, mon père m'avait acheté, j'avais dû avoir 13 ou 14 ans, une bibliothèque complète, un monsieur qui était décédé, sa femme vendait ses livres, et pour une bouchée de pain, il nous a cédé une bibliothèque totale, ça fait que j'ai eu tout Anatole France, tout Victor Hugo, tout Zola, tout Pierre Benoît, plus tous les poètes Baudelaire, alors Corneille, Racine, etc. C'était une bibliothèque complète et je me suis gavé de lecture et donc de vocabulaire. J'ai appris un vocabulaire colossal, surtout avec Anatole France, qui est un des plus grands au niveau, qui était d'ailleurs un des patrons de la Bibliothèque de France à l'époque, Bibliothèque de Paris, et que je lisais avec un dictionnaire parce que tous les 3 mots, j'avais besoin des dictionnaires, tellement son vocabulaire était d'une richesse incroyable. Et donc, voilà. Et toute ma vie, en fait, j'ai beaucoup lu. Après ça, naturellement, dans la vie active, j'ai eu plusieurs professions. Au départ, j'étais enseignant dans les mathématiques, la physique et la chimie. Ensuite, on est, comme tous mes collègues, puisque je suis né en Algérie, en Algérie française à l'époque, tous mes collègues dans le Djebel, dans la montagne, se faisaient égorger. Donc j'ai changé de truc et je suis devenu météo. Et la météo m'a permis de voyager. Et donc j'ai été en Tunisie, puis ensuite donc 5 ans en Tunisie, 40 ans en Martinique et 20 ans au Canada, donc, et pas plus particulièrement au Québec. Voilà, en résumé, une vie se résume en quelques lignes, bien entendu. Alors, c'est à partir de... Et en fait, je me suis remis à l'écriture vraiment, mis plutôt que remis, à l'écriture en 2000. Et là, c'était en écrivant... J'étais à l'île Perrot à l'époque, et il y avait un embouteillage monstrueux sur la 20 pour arriver à Montréal. Donc, j'avais donc un temps mort, et j'avais toujours sur moi dans la voiture un carnet et un crayon. Et donc, j'écrivais. Alors, du coup, j'ai écrit dans la voiture entre chaque embouteillage, au cours des embouteillages multiples qu'il y avait sur la 20. J'écrivais un quatrain à chaque fois que la voiture s'arrêtait. Et j'ai fini à Montréal avec un poème complet sur les mots, que je vous lirai tout à l'heure d'ailleurs. Ça a été le démarrage de l'écriture, non plus en alexandrin à l'époque, c'était en vers libre. Les Alexandrins sont survenus 2 ans après. Et après ça, on s'est installé d'abord à l'île Perrot, et puis de l'île Perrot à Saint-Léonard, et finalement, on a abouti à Sainte-Adèle, où on est resté 19 ans. Et c'est à Sainte-Adèle que j'avais une voisine en face
qui me dit, qui écrivait et qui faisait partie de l'atelier d'écriture. Et elle me dit, mais écoute, là, moi, je pars, si vous voulez, ta femme et toi, parce que ma femme écrit aussi beaucoup, si tu veux, tu peux aller à ma place, vous pouvez aller à ma place cet après-midi. Et donc, on a été invité à Saint-Adèle, où on nous a dit, donc, dans cet atelier d'écriture, qui était tenu par Saint-Laurent, Claude Saint-Laurent, un psychiatre à la retraite, qui nous a donc invité à lire un texte. Et donc, je lui ai lu un texte que j'avais écrit sur ma petite fille qui avait 3 ans à l'époque. Là, c'était en vers libre aussi. Il a trouvé ça magnifique. Et du coup, il nous a demandé de rester. Et c'est comme ça que c'est parti. Et depuis, on n'a plus jamais arrêté d'écrire. Et il me dit, mais au fait, puisque vous dites que vous écrivez des vers, nous avons une improvisation après la lecture des textes. Nous avons une improvisation. Donc, en 15 à 18 minutes, vous devez nous écrire un texte sur le thème qui aura été choisi, tiré au sort, là. Et donc, elle me dit, mais Monsieur Street, parce qu'à l'époque, on n'en était pas au Monsieur Street, pourrait peut-être nous faire cette improvisation en vers. Alors, manifestement, j'étais très embêté, je n'avais jamais fait ça. Alors, je dis, ben oui, pourquoi pas. Et donc, je me suis lancé là-dedans, et l'improvisation, c'était « Je regrette, c'est trop cher ». C'était le thème. Le texte était « Je regrette, c'est trop cher ». Allez faire une impro en 15 minutes sur « Je regrette, c'est trop cher ». Eh bien, je l'ai faite, je vous la lirai tout à l'heure, et à partir de là, eh ben, tous les 15 jours, on écrivait un texte sur le thème donné et une improvisation que je faisais en vers, que j'ai toujours fait en vers pendant 19 ans. Voilà. Ah, je t'entends plus là. Et ça pratique l'esprit, ça tient bien en forme, à part des longueurs de piscine. Le cerveau est une machine. Si tu ne le fais pas fonctionner, il se grippe. Il faut le faire fonctionner. Sinon, ben, c'est fini. Avec tes pop-corn devant ta télé, tu t'abrutis complètement. Ça, c'est incontestable. C'est vraiment extraordinaire de t'entendre parler à l'âge à 87 ans. Il y en a qui a 50, 40 même années qui commencent à tirer de la patte, et pour ne pas dire de tirer de la tête. Et toi, tu es toujours très active. Alors, tu es l'exemple vivant qu'on peut vraiment se tenir en forme mentalement et au niveau de l'écriture, parce que tu possèdes un vocabulaire qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, on t'a affublé du titre du costaud, le costaud des mots. Alors, tu nous amènes en apnée dans un océan de mots. Absolument. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui avait beaucoup plu à Jacques et à Jean-Marc, un texte sur la mer, sur la plongée. Et donc, je vous le lirai tout à l'heure. Et c'est pas de la plongée, de mes passions, de mes grandes passions, puisque mes passions, en fait, mes passions en dehors de la plongée, c'est la mer, les coquillages, les madrépores, donc l'étude des fonds marins. Et ça m'a toujours passionné. J'ai une collection de coquillages assez considérable. Et donc, ça, déjà, ça m'a toujours entretenu considérablement. Et sinon, je travaille beaucoup le bois. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi avec des hublots. Oui. Et une décoration que j'ai là en permanence. Ma nef est en long d'un bateau que j'avais acheté chez un antiquaire. Et donc, voilà. L'écriture, la lecture, les loisirs, et surtout la mer et l'océan. Ce qui est pas d'alcool, pas de tabac. Ça aussi, c'est une garantie de vie extraordinaire. J'ai rien contre les fumeurs ou les alcoolos, mais un fait est certain, c'est que l'alcool et le tabac, ça fatigue beaucoup. L'alcool et le quoi? Et le tabac. Ah, oui, l'alcool et le tabac, oui. Alors ça, c'est la recette pour une bonne longévité. Ça, c'est sûr.
OK. Et incontestablement. alors, je te laisse la place, mon cher Alain. Tu as D'accord. toute ma bénédiction. Vas-y. Puis, c'est ça. On va plonger avec toi. D'accord. Alors donc, je vais vous parler des mots que j'avais, l'écriture que j'avais faite sur la 20 pendant un embouteillage entre l'île Perrot et Montréal. Et donc, j'ai écrit ça dans mon camion lors d'un embouteillage monstre entre l'île Perrot et Montréal. Et ça m'a inspiré ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Après tout, que sont les mots? Un simple assemblage de lettres pouvant provoquer 1000 mots quand ils sont pris à la lettre. Des mots, rien que des mots. Ces formidables véhicules de la pensée ne font qu'exprimer nos désirs. Esclaves serviles de nos idées, ne sont là que pour nous servir. Des mots, toujours des mots. Des mots pour pleurer, et puis des mots pour rire. Des mots pour encenser, des mots pour faire souffrir. Des mots propres, et puis des mots salaces, des mots gentils, et des mots dégueulasses. Des mots, rien que des mots. Ils viennent de partout, les mots. Depuis le Cap Horn jusqu'à Malmo, dans la bouche du Tamoul du Sri Lanka jusqu'à celle de l'habitant du Kamtchatka. Des mots, toujours des mots. Dans cette immense tour de Babel, les hommes parlent, discutent, radotent, se chamaillent, s'aiment, se querellent. Quel sera donc l'antidote? Des mots, rien que des mots. Des mots simples et des mots savants. De la plus simple rhétorique aux vulgaires expressions argotiques, du plus exaltant au plus navrant, des mots, toujours des mots. Il y a un mot pour chaque chose. Rien n'est jamais laissé au hasard. Du bien-être jusqu'à la psychose, jusqu'au moindre petit avatar, des mots, rien que des mots. De la pire misère au nirvana, du plus grand désordre à l'ikebana, chaque mot a sa place et rien ne le remplace. Des mots, toujours des mots, du piètre pamphlet à l'envolée lyrique, des plus pauvres arguments à la belle plaidoirie, du ténor du barreau au modeste comique, des paroles sans l'air aux sublimes théories, des mots, vous dis-je, seulement des mots. Voilà pour les mots. Et alors, je vous avais parlé également tout à l'heure. Alors là, je vais vous lire ma première improvisation, durée 20 minutes. Je regrette, c'est trop cher. Alors, très embarrassé, je ne savais vraiment pas quoi écrire. Bon, j'ai écrit être ou ne pas être. Là est la question. Shakespeare, je ne risquais pas de me tromper. De là à réfléchir à en perdre la raison jusqu'à en oublier les êtres les plus chers, je regrette, c'est trop cher. Se laisser aller, pris par une passion, courir dans tous les sens, sans rime ni raison, pour assouvir bestialement les plaisirs de la chair, je regrette, c'est trop cher. Convoiter goulûment l'étal d'une pâtisserie, se goinfrer sans compter de 1000 sucreries, pour être obèse et ne plus plaire, je regrette, c'est trop cher. Avoir une envie folle, prêt à prendre d'assaut une belle aquarelle ou autre Picasso, prêt à se ruiner ou à vendre sa mère, je regrette, c'est trop cher. Être en résumé esclave de ses péchés, que l'on dit capitaux, avec ou sans excès, pour finalement sombrer dans le triste éphémère, je regrette, c'est beaucoup trop cher. Voilà, c'était la première improvisation, durée 20 minutes. Et comme je vous disais, une autre impro, c'était qui avait été donnée, c'était eh bien, voici ma chanson. Et là, c'est une impro en 18 minutes. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Grâce à plumage, sans fatuité, on pourra vaincre ce vieil adage, écrire vaille que vaille, à tout âge. C'est la preuve. Laisser libre cours à la plume et déballer sans amertume tout ce qui nous passe par la tête, faisant avec des mots une fête. S'abandonner sans coup férir à notre muse en mal d'écrire, en prose, en vers, en chanson, et tout ensemble à l'unisson, papillonner de mot en mot, composer de fort jolies phrases, éloigner de nous tous les mots, chasser les soucis qui nous écrasent. Construire peut-être un beau roman, après tout, nous avons le temps. Désormais, rien ne nous arrête, sinon la vie que Dieu nous prête. Alors voilà, armons-nous de courage, stylo en main, tous à l'ouvrage. Cela n'est pas une punition, eh bien, voici ma chanson. C'était donc une improvisation.
Et là, j'arrive à ma passion de la plongée sous-marine. Donc, je suis là, le cinéaste va devoir chausser ses palmes, mettre son masque et son scaphandre, caméra sous-marine au point. Bienvenue au royaume de Neptune. Nous entrons dans un sanctuaire liquide où le silence est roi parmi les poissons-lunes, mais reste quelquefois dangereux et perfide. Chatoiement du soleil dans les rayons obliques joue avec le flot comme une éclairagiste, donnant à chaque chose un reflet métallique en un ballet magique, divin paysagiste. De pures coquilles posées sur ce tableau de rêve enchantent de leurs couleurs ce somptueux décor. Des galus se cachent, sauf pendant la grève, où ils vont se nourrir et montrer leurs trésors. Le galus est un coquillage très beau. Nous survolons l'herbier, vert émeraude, une merveille. Où grouille toute une vie invisible à l'œil nu, des algues microscopiques aux gorgones vermeilles, ballottées lentement dans ce monde inconnu. Nous survolons l'herbier, nous planons, libérés de toute pesanteur, laissant agir nos palmes ondulant vers le large, les yeux écarquillés devant tant de splendeur, libres de tous les maux, ne sentant aucune charge. Les premiers madrépores enfin nous apparaissent, une véritable débauche de formes et de couleurs, entassés pêle-mêle dans un désordre, une liesse, une fureur de vivre, de beauté et d'ardeur. Ardeur à occuper le premier le terrain, car les places sont chères dans ce monde limpide, où chaque pouce de sol vaut son pesant d'airain, c'est la loi du plus fort. Égare à l'intrépide, venu s'aventurer dans un clan ennemi, il doit montrer patte blanche ou déclarer forfait. Il n'y a pas de place pour le casque insoumis, c'est la mort lente sans autre forme de procès. Le corail de feu nous attire là-bas, il brille de mille feux. Dans un luxe d'apparat, il est si beau le traître au venin si puissant, dont le moindre contact est un baiser brûlant. Plus loin apparaissent de splendides colonnes que j'ai appelées un jour candélabres. Ce nom leur est resté et que Dieu me pardonne, je ne toucherai plus à ce monde qu'on délabre. Voilà pour Neptune. Et puis, vous voyez les hublots derrière moi, ils m'ont inspiré un poème, car je me suis posé la question, les objets ont-ils une âme? Et c'était ces deux hublots qui se parlent l'un à l'autre. Et le premier hublot qui dit à l'autre, « Ami, que sommes-nous donc devenus? Sortis tout brûlant des mains fortes d'un vulcain, poli avec amour par cette autre Vénus dans cette fonderie paradis de l'airain, armés côte à côte dans cette belle cabine tapissée avec art de ce bois d'amarante, dont les sombres reflets aux couleurs aubergines rehaussaient encore plus cette suite d'infantes. Amis, que sommes donc devenus, nous qui avons vogué sur tous les océans, affronté les tempêtes et enfin parvenus après 1000 détours dans un port séant, ensemble, boulonnés sur cette coque d'acier peinte de plusieurs couches d'un somptueux apprêt bleu de nuit, assorti comme ici à l'or lumineux de notre bronze exprès. Amis, que sommes-nous donc devenus? Frères jumeaux enfantés par un homme, architecte naval renommé s'il en fut, sur sa planche à dessin atteignant son plénum. Sorti après 11 mois de chantier de Pologne, Danzig, t'en souviens-tu? Quel instant merveilleux! Ce yacht, une vraie merveille, quelle trogne! Ce yacht dont nous étions les yeux. Voyage inaugural au glauque de l'Atlas Baltique, toute voile dessus, étrave triomphante, générant à l'avant cette écume frémissante, pressée de labourer l'eau bleue de l'Atlantique. Première escale, Le Havre, laborieux accostage, tous ces marins français avec leurs pompons rouges, venus admirer à cette merveille de notre âge, et puis s'encanailler dans quelques sordides bouges. Amis, que sommes-nous donc devenus après ces milliers de milles parcourus, après ces longues années sur toutes les mers du globe, de New York à Sydney, du soir jusqu'à l'aube, naviguant sans relâche au gré de l'armateur, richissime personnage dont nous étions l'esclave, somptueuse fantaisie pour riches amateurs venus à prix d'or jouir dans cette enclave d'éternels moments, de rares privilèges, livrés dans chaque port par de farchis allèges, silencieux témoins de 1000 facéties
milliardaires en goguettes et autres péripéties. Hélas, tout n'a qu'un temps, amis. Même pour nous, métal, robuste, éternel, le fier navire avait vieilli, son heure avait sonné, à la poubelle. Désarmé, c'est le mot. Triste, n'est-ce pas? Désarmant, mais que faire? C'est la loi immuable, antichambre de l'enfer, vers qui tout un chacun se dirige pas à pas. Nous avons atterri dans ce sordide dépôt au bord de fond d'une crique, au Bangladesh, dans les remues d'un vieux pot, après la fortune, la dèche. Nous avons eu l'insigne privilège, ô ironie, d'être remarqués par un sombre ferrailleur. À pas du gain oblige, ici comme ailleurs, on a été vendu au kilo. Quelle ignominie! Lavé, rincé, rossé, repoli comme neuf, nous voilà de nouveau réunis, fringants, à une vente aux enchères, un encan à bel oeil, dans un vieil hangar un peu veuf. Attiré par notre éclat, un vieux fou a jeté sur nous son dévolu, nous embarquant tout fiers après tout de posséder ses restes, somptueux, superflus. Encore heureux d'être ici, dans ce sous-sol à Sainte-Adèle, à décorer avec amour, souci d'harmonie pour cette vieille haridelle. Au lieu de finir dans une fonderie au fin fond d'un chantier naval, on fera une petite bouderie pour niaiser ce vieux cheval. Voilà. Et on continue. Le dictionnaire est un jardin de mots. Le dictionnaire est un jardin de mots sans fin. Un jardin magnifique. Un printemps éternel, où chaque mot est une fleur, chaque ligne un appel que tout un chacun cueille à sa guise, sans frein. On y pise à toute heure, jamais ne se rebelle. Il est là pour offrir sa manne intarissable, toujours prêt, jamais là, en serviteur fidèle, livrant généreusement son savoir délectable. Littré, Larousse, Robert, que de noms prestigieux, venus donc plus longtemps pour combler nos lacunes, accomplissent pour nous un travail prodigieux, digne de tous les éloges, sans fatuité aucune. Grâce à ces grands savants, nous comprenons heureux bien des vocables abstraits, bien des choses étranges, que nous ne savions pas, ignorants malheureux, avant d'ouvrir tout grand ce livre le livre de ces archanges. Le sacro-saint dico, nom magique s'il en fut, capable en 3 secondes d'expliquer l'impossible, élevant haut le verbe comme s'il était infus, comme une armure mythique, partenaire invincible. À cette réserve inépuisable, devenue Bible de logis, chacun de nous, jeunes et moins jeunes, se réfère, devenant peu à peu fan d'étymologie, mousquetaire des mots, prêt à croiser le fer. Cet univers fabuleux, jardin des Hespérides, où les fruits que l'on cueille ne sont jamais trop verts, ils sont mûris à point, ne prennent pas une ride, ces forçats du savoir ne connaissent pas d'hiver. Je recherche. Ah oui, ça c'est un poème qui est assez triste. Ça relate la guerre d'Irak à l'époque. Et je l'ai intitulé « L'enfant sorti et vit qu'il n'y avait personne ». L'enfant dormait paisible, sommeil mêlé de rêves, dans cette chambre austère avec 3 petits frères. C'était une belle nuit, nature faisait une trêve, un beau ciel étoilé, la nature et ses cratères. La lune et ses cratères. Un silence lourd régnait sur la ville endormie. De rares voitures passaient dans la petite rue calme. On aurait dit, ma foi, que pas un ennemi ne saurait venir là, troubler la moindre palme. Quelques chiens se battaient, se disputaient un os, pauvres bêtes faméliques aux maigres côtes saillantes, au milieu des ordures, ces malingres molosses entretenaient chétifs une vie défaillante. Le père, inquiet, veillait, éclairé d'une chandelle, égrenant son chapelet, il priait en silence. La mère reposait, mon Dieu, qu'elle était belle. Près du petit dernier, encore un fils, quelle chance. Et tout soudain, un bruit, une énorme explosion, un fracas gigantesque. C'était la fin du monde. Des éclats de lumière, du métal en fusion, ainsi c'était la guerre, misérable et immonde. Missiles téléguidés, engins de mort infâmes, ils les avaient lâchés, ces charognards avides. Ils allaient en tuer les bébés et les femmes pour assouvir enfin leur cauchemar sordide. 3000 bombes ciblées, d'élus
Déluge titanesque, une toutes les 2 minutes, comme prévu, généraux. Un sinistre balai, terrible soldatesque, et des milliers de morts. Dégâts collatéraux. Ali était debout, hagard, couvert de poussière, indemne par miracle, ses frères écrabouillés. Dans la pièce à côté gisaient ses pères et mères, seul le bébé vivait dans ses langes souillées. Le soleil se levait sur la ville dévastée, une lueur blafarde, un gamin qui frissonne, un tout petit garçon, malheureux, hébété. L'enfant sortit et vit qu'il n'y avait personne. Croisière sur le Queen Mary. Le navire le plus long, le navire le plus cher, Queen Mary 2, c'est la croisière sur le Mary 2, le Queen Mary 2. Le navire le plus long, le navire le plus cher, chef-d'œuvre technologique, symbole du savoir, joyau inestimable que cette gloire des mers qui vogue triomphante, une page d'histoire. Quand on voit ce bijou, on reste pantelant devant tant de génie, devant tant de merveilles. Tous les corps de métier, tous ces gens de talent ont construit cette ville à nul autre pareil. Un fabuleux gadget, un superbe paquebot qui trace fièrement sa route maritime, une vague d'étraves jaillissement sublime qui court depuis la proue jusqu'à son étambot. Tout sur ce monstre flottant devient superlatif. Des coursives de rêve, des salons luxueux, des cabines de princes, des décors somptueux. On est abasourdi, on se sent si chétif, minuscule, misérable, parmi tous les croquants à tout le moins. Pourtant, on reste admiratif en voyant s'éloigner dans le soleil couchant, superbe, impressionnant, ce fantastique esquif. Pour gérer cette merveille, un bataillon d'esclaves, surtout des Philippins, les moins chers du globe, venus ici chercher dans un monde sans entrave un salaire plus décent qui éloigne l'opprobre. Le commandant de bord, figure emblématique, personnage parfait comme sorti d'un livre, une tenue d'apparat pour ce Moïse biblique qui dirige un peuple tout droit sorti du livre. Mais il ne s'agit plus d'une sortie du désert. Le luxe ici est roi. L'eau ne coule pas d'une roche. On s'abreuve de vin fin, somptueux les desserts. C'est Byzance, mes frères. Gare à qui s'en approche, car une telle croisière, ça se paie, voyez-vous. Une suite royale, 38 000 $. Un salaire annuel pour un cadre chez nous, un siècle de travail pour Africain hilar. Un rire jaune, bien sûr, pour le cantillon noir, un petit rire discret, ou plutôt un sanglot, un sourire crispé. On plonge dans l'entonnoir, on viendra s'engloutir par un étroit goulot, on viendra s'engloutir par un étroit goulot, la misère du monde. Et je passe à la canicule. Ok, la France a résolu son problème canicule, donc c'est un poème qui est assez vieux, il est de 2004. Mais rien n'a changé, vous allez voir. La France a résolu son problème de canicule par un achat massif de bons ventilateurs. Quant aux soins intensifs, ça dépend du pécule. L'hébergement coûte cher en ces temps de chaleur. Urgences débordées, pénurie de médecins, salles d'attente encombrées, largement surchauffées, triste réalité du monde de demain, vieillards grabataires, bataillons développés. Dans ces pays du Nord débordant de richesses, on fait souvent l'impasse sur le budget santé. Les élus négocient dans leur suprême sagesse un budget militaire pour mieux se faire sauter. Les couloirs d'hôpitaux, autres couloirs de la mort, atteignent quelquefois les 43 degrés. On y fait travailler, sans nombre de remords, un personnel actif qui œuvre, bon gré mal gré. Infirmières dévouées, surchargées de boulot, conditions insalubres, situations extrêmes. 24 heures sur 24, c'est bien leur loi. Mal payé leur lot, mal payé de surcroît, c'est le triste barème. À toute protestation, l'incontournable discours, il n'y a pas de crédit, donc pas de solution. Sauf à Jérusalem, pour un dernier recours, s'épancher devant le mur de lamentation. Justice à 2 vitesses, santé à 2 vitesses, selon que vous soyez puissante ou misérable, petite roturière ou facieuse princesse, un peu comme fleur de lys ou bien fleur d'érable. Feuille d'érable, pardon. Les seuls dans cette histoire à être raisonnables, vous le croirez ou non, sont les pompes funèbres. Ils ont prévu le coup
Leurs stocks resteront stables, les cercueils s'accumulent. Pour eux, pas de ténèbres, un avenir radieux. Des décès à l'appel, vive la canicule, c'est la bonne saison. S'ils disent qu'ils dorment en paix, on répond à l'appel. Ma foi, c'est ça la vie. Il faut se faire une raison. Et là, la beauté. On arrive à des choses plus gentilles. Jean de la Bruyère disait dans les caractères, fameux caractères, un beau visage est le plus doux de tous les spectacles. Ça m'a inspiré la beauté. Un bel ovale parfait, courbure des arcades, la pureté d'un regard ombragé de longs cils, un petit nez mutin, des cheveux en cascade, les oreilles délicates, le dessin d'un sourcil, peau douce et satinée, lèvres finement tourlées qui s'ouvrent sur des perles rangées de dents parfaites, d'un blanc étincelant, un sourire de poupée, mais qui reste discret, un tableau, une fête. La douceur d'une hanche, le galbe d'un mollet, souplesse de la démarche, de petits pas feutrés, un teint de pain d'épices ou de café au lait, ou encore teint de pêche. Ne soyons pas frustrés. On ne peut se lasser de contempler cette œuvre, concours incomparable de 1000 paramètres, réunis en un seul, au subtil chef-d'œuvre. Coup de pinceau magique et digne des grands maîtres. Car c'est une magie divine, sans cesse renouvelée comme par enchantement, un puzzle délicat où parfois l'on devine le coup de main secret d'un étrange chaman, comme vous voudrez. Étrange là aussi cette diversité, la beauté idéale en fait n'existant pas, et pourtant elle est là, elle a droit de citer, pour un temps bien trop court, car elle ne dure pas. Quelquefois cependant elle s'accroche et perdure, transparaît sous des traits vieillissants et matures, illuminant les yeux, la beauté et le sourire. C'est la beauté du cœur qui sous la peau transpire. À vous. Ah, et naturellement, je pense que c'est un des derniers, Carpe Diem, qui a été primé. Carpe Diem, cueille le jour présent, qui vient d'Horace, 200 ans avant Jésus-Christ. Profite de la vie. Jouis du temps qui passe. Cueille jour après jour, chaque heure, chaque seconde, car l'existence est courte, plus que brève, fugace. Fais en sorte que ta vie soit belle, propre et féconde. Inutile de courir après de vaines chimères, tu as souvent tout près ce que tu cherches au loin. Prends le temps de le voir, évite les galères, préserve soigneusement ce dont tu as besoin. La vie est une cueillette, il faut savoir choisir, contourner les obstacles, autant que faire se peut, travailler dans la joie, se créer des loisirs, transformer en bonheur et construire peu à peu un cocon familial, une cellule bien à toi, un giron, une bulle où tu seras à l'aise. Bâtir un microcosme, te ménager un toit, sans être hostile au monde, mais assis sur ta chaise. Tu peux toujours rêver, ouvrir tes fantasmes. Tu peux penser aussi. Personne ne t'en empêche. Mais avoir ton jardin secret, sans peur, sans miasme, t'évader un moment dans ton bois de campèche. Tu auras bien des crises, escalade de falaise, à conquérir le monde, l'objet de tes désirs. Mais cela n'a qu'un temps, éphémère fadaise. Reviens-nous, reviens vite, sors donc de tes délires, car pendant ce temps-là, les montres, les horloges, de la vulgaire toquante aux somptueuses clepsydres, que tu sois misérable, drapé dans ta toge, dégustant un cérès ou un simple verre de cidre, égrène inexorable, même en nanosecondes, la sombre fuite du temps. Maître de l'éternité, le seul maître à bord, inépuisable fagonde de magicien, unique dans cette immensité. Oui, mais tu n'y peux rien, petit épicurien. Allons, sois raisonnable, réponds du tac au tac à la marche du temps. Jouis de chaque instant et du plus petit rien. Pardon, je vais répéter ma dernière strophe. Oui, mais tu n'y peux rien, petit épicurien. Alors sois raisonnable, réponds du tac au tac, jouis de chaque instant et du plus petit rien à la marche des temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et une petite improvisation sur le pouce. C'était le 13 septembre, tiens, il y a 15 ans maintenant. C'est le 13 septembre 2005.
Il en va de la littérature. Il en va de la littérature comme du siècle. Une débauche de mots, une débauche d'idées, une espèce de mode, une espèce de cycle où les vocables se heurtent, sauvages et débridés. Pourtant, au fil du temps et tout au long des âges, elle a pu cheminer, pas à pas, lentement, empruntant au latin et au grec les images pour atteindre des sommets. Un vrai déferlement. Assemblage subtil, puissant vocabulaire, foisonnement du verbe, exutoire de l'esprit, c'est toute la différence entre le prolétaire et le langage chitchattier du savant érudit. Une riche nourriture, divine inspiration, qui sort de nous-mêmes, une seconde nature. Mais n'en disons pas plus, fertile sublimation, car tout le reste n'est plus que vaine littérature. Alors, si vous voulez encore, sur la libellule, c'est un peu long. Ben voilà. J'ai fait un poème, en fait, je fais des poèmes sur un peu tous les sujets, parce que tous les sujets sont intéressants. Et j'en ai fait un sur la libellule. Tout simplement, l'insecte, la libellule. Victor Hugo disait la frissonnante libellule mire les globes de ses yeux dans l'étang splendide où pullule tout un monde mystérieux, dans Rayon et Ombre. Victor Hugo. Là, c'est beaucoup plus terre à terre. Je suis la libellule. Dans le règne animal, ma classe est la plus riche. Sur la planète Terre, je suis la multitude. Les entomologistes qui lentement défrichent mes mystères, mes secrets, n'ont pas fini d'étude de mes espèces prolixes. 5000 déjà connus. 5000 déjà connus de libellules. Et de toutes les tailles, jusqu'à 20 cm. Et je ne m'aventure pas dans les mondes inconnus. J'aime les eaux dormantes et les forêts des hêtres. Certains bois peu touffus, humides de préférence, où mon vol rapide me permet 1000 exploits. Je suis un prédateur malgré les apparences. Le plus clair de mon temps, je dévore des proies. Je détends mon labium aux crochets infaillibles, parfaitement replié sous mon ventre au repos. Aux tout petits insectes, je suis plus que sensible, vivant de préférence. Ça flatte mon ego. On m'appelle Odonate. C'est du grec, là-dedans. Déjà tout un programme, mes chers auditeurs. Je préfère l'été, chaud, pas le soleil ardent. Les ruisseaux ombragés raniment mes ardeurs. Justement, parlons-en. Il faut bien s'accoupler. Alors là, chers amis, franchement, c'est le pied. Point n'est besoin chez nous de chanter des couplets. On attaque tout debout, sans aide et sans trépied. Il suffit d'une branchette sur laquelle je me pose. La femelle fond docile me caresse l'abdomen, car c'est là, fait unique, que se situe la chose. Mes ailes sont repliées, ainsi soit-il. Amen. La nature m'a doté d'une taille très fine. J'allais dire taille de guêpe, mais ne nous leurrons pas. Moi, j'ai 2 paires d'ailes transparentes, diaphanes, accessoires somptueux, dont on ne se lasse pas. J'ai les yeux globuleux, certes, mais à 1000 facettes, des reflets métalliques, le genre Pacorabane. Parmi tous les insectes, je suis une sarlette, digne d'être nominée au Festival de Cannes. On m'affuble de nom, en veux-tu, en voilà, mais je reste stoïque et coincé dans ma bulle. Zygoptère, agrillon, Aechnacinea, pour vous et pour vous seul, je suis la libellule. Merci. C'est bon. Alors écoute, voilà. Alain, je vais te remercier pour ta participation à l'émission. Ça fut très intéressant, avec la précision et la profondeur des mots. On s'est cru en plein milieu, en apnée vraiment dans l'océan. Alors tes mots sont été beaucoup comme tels des perles d'océan. Alors merci. Voilà. Et j'espère bien qu'on se reverra une prochaine fois. Et bon, alors là, j'espère que nos auditeurs ont apprécié tes lectures. Et je te dis, bon, la prochaine fois. C'est bon? Avec plaisir, je serai volontiers votre... Merci. Oh. T'embrasse.